Bonjour, c'est votre veille hebdomadaire de pelvie-périnéologie du 4 avril 2026, proposée par Erwan Le Rumeur, kinésithérapeute à IK Paris 15. Cette semaine, notre veille centrale à a remonté 163 articles. Voici notre sélection. Vous trouverez la liste complète en description. Émission d'information scientifique, pas de conseil médical individualisé. Le fil rouge de ce numéro est clair. Douleur, sexualité, endométriose, vécu intime et séquelles à long terme. Mais comme tu veux aussi ton côté geek, je vais tirer ce numéro vers ce qui change vraiment en arrière-plan de nos pratiques. Nouveaux marqueurs, nouveaux outils, nouvelles façons de stratifier les patientes et nouvelles manières de penser le soin quand les scores classiques deviennent trop pauvres. Je commence par l'endométriose, parce que c'est probablement là que la semaine est la plus dense et la plus intéressante. Dans le Journal of Minimally Invasive Gynecology, Servidoni, Martin, Gaillot et al. Publient Efficacy of Dienogest versus GnRH Agonists After Endometriosis Surgery, a Systematic Review and Meta-Analysis. C'est un papier important, non pas parce qu'il bouleverse la pratique, mais parce qu'il clarifie une zone où beaucoup de discours dépassent la preuve. Les auteurs compilent 6 essais randomisés comparant le dienogeste aux agonistes de la GnRH après chirurgie laparoscopique d'endométriose chez des femmes de 18 à 45 ans. Résultat, sur la douleur pelvienne, la dyspareunie, la dysménorrhée et la récidive lésionnelle à court terme, il n'y a pas de différence claire entre les deux stratégies. En revanche, les profils de tolérance diffèrent. Davantage de saignements vaginaux avec le dienogeste, davantage de bouffées de chaleur avec les agonistes de la GnRH. C'est typiquement un papier de vraie vie clinique. Il ne dit pas qu'un traitement écrase l'autre, il dit que l'arbitrage se fait dans le détail du profil patiente, de la tolérance et de la temporalité du projet thérapeutique. Toujours sur l'endométriose, mais avec un angle beaucoup plus moderne, Vallée, Fekki et Ayoubi signent Using Artificial Intelligence to Predict Sexual Health Outcomes in Endometriosis. A Decision Tree Model Algorithm. C'est exactement le genre de papier qu'on peut facilement survendre si on n'est pas prudent. Il faut donc être précis. Nous ne sommes pas devant une EA Miracle qui comprend la patiente mieux que le clinicien. Nous sommes devant un arbre de décision construit à partir d'une large enquête en ligne française qui cherche à repérer les profils les plus à risque de dysfonction sexuelle dans l'endométriose. Ce que ce travail apporte, ce n'est pas une réponse thérapeutique, c'est une cartographie de vulnérabilité. Les variables qui ressortent le plus sont la douleur pelvienne chronique, la dyspareunie, l'aggravation des douleurs, les symptômes digestifs, l'infertilité et certains marqueurs de contexte. En clair, ce papier dit quelque chose que la clinique sent depuis longtemps, mais qu'elle formalise mal. Dans l'endométriose, la sexualité ne se résume ni à une douleur à la pénétration, ni à un score isolé. Elle s'inscrit dans un phénotype global, douloureux, digestif, émotionnel et biographique. Et oui, c'est exactement le type d'outil qui, demain, peut servir à mieux repérer les patientes qui ont besoin d'une prise en charge plus précoce, plus multidimensionnelle et moins mécaniquement gynécologique. Le pendant psychosocial de cette lecture est très bien illustré par Freger, Cavalier, Cornea et al. Dans Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, avec Abuse History as a Modifier of Symptom Phenotype in Endometriosis. Insights from a Multidimensional Retrospective Cohort. Là, on sort du fantasme d'une endométriose purement lésionnelle. Dans cette cohorte rétrospective, les patientes combinant endométriose objectivée et antécédents de violence rapportent plus de douleurs pelviennes chroniques, davantage de signes de sensibilisation centrale et une qualité de vie digestive plus altérée que les autres groupes. Ce papier est capital pour une raison simple. Il rappelle que le vécu traumatique ne vient pas parasiter une maladie gynécologique déjà là. Il peut modifier la forme clinique sous laquelle la maladie s'exprime. Pour un journal de pelvie-périnéologie, c'est une idée lourde de conséquences. Cela veut dire qu'une même maladie peut devenir 2 parcours différents selon le terrain de vulnérabilité, l'histoire de violence, la sensibilisation, le rapport au corps et la sécurité relationnelle. C'est exactement là que la médecine de précision sort du laboratoire pour entrer dans la consultation. Dans la même famille, mais avec un angle plus structurant pour les futures prises en charge,
On a la scoping review sur les approches complémentaires, alternatives et intégratives dans l'endométriose. Le papier n'a pas la puissance démonstrative d'une grande méta-analyse, mais il a une vraie utilité éditoriale. Il montre que, dès qu'on sort du modèle médicament-chirurgie, les patientes investissent d'autres formes de réponses, qu'il s'agisse d'acupuncture, de nutrition, de techniques corporelles, de psychothérapie ou de programmes combinés. La bonne lecture n'est ni de sanctifier ces approches, ni de les balayer d'un revers de main. La bonne lecture, c'est de constater qu'elles émergent parce que la réponse conventionnelle reste incomplète pour une partie des patientes. Quand une maladie devient chronique, douloureuse, fluctuante, parfois sexuellement invalidante et qu'elle résiste au parcours standard, les patientes cherchent autre chose. Notre travail n'est pas seulement de trier ce qui marche ou pas, mais aussi de comprendre pourquoi ce besoin d'élargissement thérapeutique existe. Autre papier très intéressant, plus méthodologique cette fois, Chagar, Barton Smith, Saridogan, Tellum et Djurkovic publient dans Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica The White Line Sign, a novel sonographic soft marker of pelvic endometriosis. Voilà un vrai papier geek, mais utile. Les auteurs partent d'une hypothèse simple. Un épaississement de la couche sous-péritonéale, au niveau du cul-de-sac antérieur, visible à l'échographie endovaginale, pourrait être un marqueur indirect d'endométriose. Il montre que ce white line sign a une spécificité élevée, une sensibilité faible pour la forme superficielle, mais de meilleures performances pour l'endométriose profonde. Le papier ne dit pas qu'on a enfin trouvé le signe échographique universel de l'endométriose. Il dit quelque chose de plus crédible. Un soft marqueur reproductible peut enrichir le raisonnement quand l'imagerie n'est pas spectaculaire, mais que la clinique insiste. C'est typiquement le genre de petit progrès qu'un clinicien curieux peut intégrer avant même qu'il ne devienne enseignement standard. On peut même pousser la logique un cran plus loin avec les travaux sur la stratification multimodale de la douleur pelvienne chronique. L'idée est puissante, au lieu de parler de douleur pelvienne chronique comme d'un bloc homogène, on peut essayer de distinguer des sous-groupes selon le poids relatif du nociceptif, du myofacial, du viscéral, du neuropathique, du cognitivo-affectif, de la sensibilisation centrale. Là encore, on ne parle pas d'une révolution immédiate, on parle d'un changement de cadre. Et ce changement de cadre est probablement indispensable si l'on veut sortir des impasses classiques. Tout est endométriose, tout est musculaire, tout est psychologique, tout est digestif. La vérité, comme souvent, est plus composite. Sur la douleur chronique, il faut aussi regarder du côté post-opératoire. Le papier sur l'impact de la sensibilisation centrale, sur l'amélioration perçue et la qualité de vie après chirurgie pour douleur pelvienne chronique va exactement dans cette direction. Il rappelle que la chirurgie n'opère pas seulement une anatomie, elle opère un système déjà sensibilisé, déjà interprétant, déjà marqué. Quand les patientes très sensibilisées s'améliorent moins ou différemment, ce n'est pas forcément parce que la chirurgie a échoué. C'est peut-être parce que l'indication portait sur une composante, alors que l'expérience douloureuse, elle, en engageait plusieurs. Ce genre d'études pousse à penser préhabilitation, préparation psychocorporelle, pédagogie de la douleur et intégration précoce des approches multimodales. C'est un changement discret, mais un changement majeur. Je bascule maintenant vers la sexualité parce que la semaine est remarquable sur ce point. Dans American Journal of Obstetrics and Gynecology, Leong, Carlton, Deverdis et Hall publient Intimacy and Empowerment in Urogynecology, a Qualitative Exploration of Vibrator Use. C'est un papier qu'il aurait été très facile de traiter sur le mode anecdotique. Ce serait une erreur. Le sujet n'est pas le gadget, ni la provocation. Le sujet est la manière dont des patientes urogynécologiques présentant une dysfonction sexuelle et des troubles du plancher pelvien décrivent l'usage programmé d'un vibromasseur comme outil thérapeutique. Ce qui ressort est beaucoup plus riche que ça aide ou ça n'aide pas. Les participantes parlent de confiance retrouvée, d'apaisement, de meilleur sommeil, de plaisir, de libido, parfois d'amélioration de la sécheresse vaginale, des symptômes urinaires et des douleurs pelviennes. Elles évoquent aussi les freins, culpabilité générationnelle, influence religieuse ou culturelle, manque d'intimité, rapport au corps. Le vrai intérêt du papier est qu'il replace la sexualité dans le champ du soin légitime. Et ça, en pelvipérinéologie, on le fait encore trop peu. Autre versant de la sexualité, beaucoup plus oncologique celui-là. Rosser, Coley, Bates et Hall publient
Does sexual rehabilitation work for gay and bisexual prostate cancer patients? Acceptability, feasibility and efficacy results from the RESTORE 2 randomized controlled trial. C'est un papier très important, notamment parce qu'il échappe à la fausse bonne nouvelle. L'intervention est acceptable, faisable, bien investie. En revanche, elle améliore peu les résultats sexuels et urinaires par rapport au contrôle. Et pourtant, le papier n'est pas un échec. Il propose une idée très juste. Dans certains cas, le bon mot n'est peut-être pas réhabilitation, mais accommodation. Autrement dit, il ne s'agit pas toujours de revenir à l'état antérieur. Il s'agit parfois de construire une nouvelle manière viable, satisfaisante et digne d'habiter sa sexualité après traitement. C'est une leçon énorme, et pas seulement pour les minorités sexuelles, c'est une leçon pour toute la pelvipérinéologie moderne. Toujours sur la sexualité, mais du côté du prolapsus, Stotter, Peters, Anclar et Hall analysent dans AJOG la fonction sexuelle après Manchester Procedure versus sacrospinous hystéropexie chez des femmes traitées pour prolapsus utérin. Le résultat est rassurant et nuancé. Amélioration comparable de la fonction sexuelle, pas de différence cliniquement importante sur la dyspareunie de novo, et même passage à une activité sexuelle retrouvée pour une partie de celles qui n'étaient pas sexuellement actives avant chirurgie. Là encore, le papier rappelle qu'il ne faut pas réduire la chirurgie du prolapsus à son anatomie. Le vécu sexuel post-opératoire fait partie du résultat. Et quand les différences entre techniques sont faibles sur ce terrain, cela libère un peu la décision pour la recentrer sur les objectifs prioritaires de la patiente. Le genitourinary syndrome of menopause, surtout chez les patientes ayant eu un cancer du sein, fournit un autre blog très riche cette semaine. Dans Maturitas, Martin, Vittorino, Souza et Hall publient un essai randomisé comparant un moisturizer vaginal non hormonal à un lubrifiant utilisé pendant les rapports. L'intervention dure 16 semaines, avec une utilisation 3 fois par semaine. Résultat, amélioration significative des scores vaginaux et vulvaires, du Vaginal Health Index, de l'élasticité, de l'humidité, de l'intégrité épithéliale et du pH. En revanche, pas de différence claire sur l'indice de maturation vaginale. C'est un très bon papier de pratique parce qu'il parle à un terrain clinique fréquent, inconfortable, souvent maltraité et où les options hormonales sont parfois limitées ou refusées. Il montre aussi quelque chose d'important. On peut avoir un bénéfice symptomatique et fonctionnel sans forcément changer tous les marqueurs biologiques disponibles. En parallèle, l'essai pilote comparant radiofréquence microablative fractionnée et estriol topique dans le GSM est tout à fait dans le thème innovation et perspective. Le papier ne permet pas de conclure à une supériorité nette, ni d'installer la radiofréquence comme nouveau standard. Mais il montre que des stratégies non hormonales ou semi-technologiques continuent d'être testées sur des dimensions très concrètes. Santé vaginale, fonction sexuelle, symptômes urinaires, dyspareunie. En lecture prudente, cela veut dire deux choses. D'abord, les patientes et les équipes cherchent des alternatives crédibles. Ensuite, nous sommes encore dans une zone où la séduction technologique va plus vite que la preuve robuste. Il faut donc rester curieux, mais pas naïf. La revue systématique sur laser et radiofréquence pour le GSM chez les survivantes du cancer du sein renforce d'ailleurs cette prudence. Les auteurs retrouvent des améliorations à court terme, peu d'événements indésirables, mais une confiance globale dans les preuves qui restent faibles, du fait du petit nombre d'essais, des faiblesses méthodologiques et de l'hétérogénéité des critères. C'est exactement le type de papier qui protège du biais d'enthousiasme. Oui, il y a un signal. Non, le signal n'est pas encore un socle définitif. Je reviens maintenant vers le postpartum, mais en gardant le fil douleur, sexualité et innovation. Liu, Lin, Chen et Hall, publiés dans PLOS1. Effectiveness of Virtual Reality Technology combined with conventional pelvic floor rehabilitation training in postpartum myofascial pelvic pain syndrome, a randomized controlled trial. Voilà typiquement le papier geek que tu voulais voir entrer dans un numéro autrement intime. Le résultat est mesuré, la VR, associée à la rééducation conventionnelle, améliore surtout certains paramètres de relaxation des fibres rapides du plancher pelvien, sans bénéfice clair sur la douleur à la palpation ni sur l'épaisseur musculaire. Donc non, la VR ne sauve pas le postpartum. Mais ce papier a une vraie valeur de prospective. Il montre que les technologies immersives
commencent à être testés non seulement comme gadgets motivationnels, mais comme modulateurs potentiels de la réponse motrice et attentionnelle. Et ça, à moyen terme, mérite clairement surveillance. Autre papier de prospective clinique, la validation du Transmasculine and Gender Diverse Pelvic Symptom Index. Là encore, ce n'est pas un traitement, c'est mieux que ça. C'est un outil de mesure inclusif. Or, ce qui n'est pas correctement mesuré est mal traité, mal comparé, mal compris et mal recherché. En validant un instrument dédié aux personnes transmasculines et de genres divers assignées femmes à la naissance, les auteurs ne produisent pas seulement un nouveau questionnaire. Ils corrigent un angle mort méthodologique. Et quand on travaille sur douleurs pelviennes, troubles fonctionnels et sexualité, cet angle mort n'est pas secondaire. Il détermine la possibilité même d'un soin légitime et d'une littérature fiable dans ces populations. Je veux aussi souligner un papier moins spectaculaire, mais très utile pour penser l'accès réel aux soins, les données sur les orientations postpartum vers la pelvic floor physical therapy et celles sur l'accès national à la PFPT. C'est un rappel brutal. Avoir des outils, des techniques, des innovations et des modèles stratifiés ne suffit pas si les patientes n'entrent pas dans le bon circuit, ou n'y entrent qu'avec retard. C'est peut-être la partie la moins fun du numéro, mais c'est l'une des plus importantes. L'innovation qui ne rencontre pas l'accès n'est qu'un luxe académique. Même remarque pour l'article sur les déterminants sociodémographiques de la non-participation au suivi urogynécologique postpartum. Ici, les patientes non assurées, non anglophones ou défavorisées sont moins susceptibles de se présenter au suivi spécialisé. Encore une fois, il ne sert à rien d'imaginer une pelvipérinéologie de précision si l'architecture du parcours élimine déjà les plus vulnérables avant même l'évaluation fine. Je termine ce numéro par 3 signaux plus latéraux, mais qui enrichissent bien le thème général. Le premier concerne la dysménorrhée primaire. Le Delphi modifié, publié dans le Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology, tente d'aboutir à une définition standardisée et à des critères diagnostiques plus homogènes. Cela peut sembler austère. En réalité, c'est fondamental. Tant que la dysménorrhée primaire est définie de manière flottante, comparée sur des bases hétérogènes, parfois diagnostiquée sans exclusion minimale, parfois surmédicalisée, on construit des parcours qui manquent de cohérence. Là encore, l'innovation n'est pas technologique. Elle est conceptuelle. Elle consiste à clarifier le point de départ. Le deuxième signal vient de la littérature adolescente sur l'endométriose. La revue State of the Art rappelle à quel point le retard diagnostique reste structurant, avec douleurs parfois atypiques, symptômes gastro-intestinaux associés, scolarité perturbée, santé mentale affectée, et accès au diagnostic encore trop dépendant de l'intensité des symptômes plutôt que de leur retentissement. Cela fait écho à tout le reste du numéro. Si l'on veut mieux traiter, il faut d'abord mieux repérer, et plus tôt. Enfin, le papier sur les trajectoires de douleurs menstruelles chez les adolescentes, modulé par la sensibilité multisensorielle, est fascinant. Il suggère qu'avant même l'installation d'une chronicité massive, certaines adolescentes ont déjà des profils de vulnérabilité sensorielle qui pourraient expliquer une partie de l'intensité et de la persistance douloureuse. Là encore, ce n'est pas un changement de traitement immédiat, c'est un changement de regard. On ne demande plus seulement où est la lésion, mais aussi quel système sensoriel et attentionnel est en train d'apprendre la douleur. Pour un geek de pelvipérinéologie, c'est un très beau terrain de veille. Que retenir de ce numéro ? D'abord, que la sexualité et la douleur ne sont plus des variables secondaires décoratives. Elles deviennent des issues centrales de la pelvipérinéologie contemporaine. Ensuite, que l'endométriose est en train de glisser d'un modèle purement gynécologique vers un modèle plus phénotypique, systémique et biographique. Enfin, que l'innovation la plus prometteuse n'est pas toujours la plus brillante technologiquement. Parfois, c'est un questionnaire plus inclusif. Parfois, un soft marker échographique. Parfois, un algorithme interprétable. Parfois, simplement une meilleure stratification des patientes et une meilleure honnêteté sur ce qu'un traitement peut ou ne peut pas transformer. C'est tout pour cette semaine. Pesokak. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en pelvipérinéologie. Vérifiez toujours les détails méthodologiques avant de transposer à votre pratique et retrouvez les références en description.